Au milieu de l'un des grands déserts d'Afrique, se cache un monde luxuriant. Un coin de nature indomptée, comme il n'y en a pas d'autre sur Terre. Abreuvé par une immense rivière venant des montagnes lointaines. Cette immense mosaïque d'une beauté époustouflante attire les plus grands animaux d'Afrique, ainsi que d'autres, un peu moins connus. Tous attirés par ce coin de paradis. C'est le joyau du désert du Kalahari. Le delta de l'Okavango. Le Botswana est un pays aride, où il pleut seulement pendant une très courte période, en été. La majeure partie du pays est un désert. Et pourtant, on y trouve l'un des endroits les plus verdoyants d'Afrique. Le delta de l'Okavango. Comment cette eau, si rare en cette région, est-elle arrivée là ? Le delta de l'Okavango est une véritable anomalie de la nature. Un grand bassin d'eau en plein milieu du désert aride du Kalahari, créé par l'Okavango. Une rivière qui coule sur 1600 km depuis les plaines d'Angola jusqu'au bassin du Kalahari. Piégée dans un très large renfoncement entre deux plaques tectoniques, l'eau se répand et crée un delta intérieur aussi grand que la Jamaïque. Offrant des habitats naturels assez variés pour accueillir toutes sortes d'espèces. Des plus dépendantes de l'eau à celles qui n'en ont pas besoin. Et des plus petits animaux aux plus imposants de tous. C'est un environnement modelé par les inondations annuelles, où l'abondance des proies en fait un parfait terrain de chasse pour la plupart des plus grands prédateurs d'Afrique. Nous sommes en juin, au pic des inondations dans le delta. Et l'eau a absolument tout recouvert. Ce qui est idéal pour l'éléphant. L'éléphant d'Afrique est le plus grand mammifère terrestre. Il se nourrit de différentes plantes. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 5 tonnes. C'est le plus grand mammifère terrestre au monde. Pour faire marcher cette énorme machine, il faut du carburant. Et un mâle a besoin de 300 kg de nourriture par jour. Heureusement, le delta comprend de nombreuses îles, toutes très vertes. Ces deux mâles voyagent ensemble. Une pratique répandue chez les jeunes mâles célibataires ayant quitté leur troupeau.
Pour le plus jeune, c'est l'occasion de recevoir des leçons de survie de la part de son compagnon plus grand et plus expérimenté. Il doit par exemple apprendre à aller récolter les cosses en haut des acacias à girafes. Les cosses sont trop hautes pour qu'il les arrache. Mais ce mâle sait comment les récupérer. Il a perfectionné sa technique. En revanche, le plus jeune mâle, lui, a encore besoin d'entraînement. Cette pratique est la preuve de la très grande intelligence de ce noble pachyderme. Doté d'un système digestif résistant et d'une trompe dont il sait très bien se servir, l'éléphant peut jouir de nombreuses sources de nourriture dans l'Okavango. Mais l'appétit vorace des éléphants peut être dévastateur. Ce cimetière d'arbres est le résultat de leur passage. Pour se nourrir, les éléphants arrachent parfois des pans entiers d'écorce, ce qui tue les arbres. Cette pratique destructrice a en réalité de bons côtés. De cette façon, les branches des arbres ne forment pas une voûte au-dessus du sol, et ainsi, la lumière peut atteindre l'herbe, ce qui influe énormément sur les biomes de la savane sur le continent. Cela permet également la création de micro-habitats pour une espèce plus petite. L'écureuil d'Afrique. Un vieux squelette d'acacia représente l'habitat idéal pour eux. Ils font un trou dedans pour faire leur nid et échapper aux prédateurs. Mais lorsqu'il n'y a aucun danger en vue, ces deux-là passent leur temps à jouer à chat. L'écureuil d'Afrique vit entouré uniquement de sa famille et repousse tous les écureuils n'ayant pas la même odeur que les membres de sa famille. Pour s'assurer que tous les membres de leur famille ont la même odeur, les écureuils se font mutuellement leur toilette et ils n'oublient aucun recoin. Leur longue queue, représentant la moitié de leur longueur totale, qui est de 35 cm, est indispensable à leur équilibre. Durant les doux mois d'hiver de l'Okavango, ils s'activent toute la journée. Ils descendent des arbres pour chercher des graines, des fruits et des insectes. Mais ces écureuils ne s'éloignent jamais trop de leur arbre. Et il y a une raison à cela. Le delta abrite l'un des rapaces les plus féroces d'Afrique. L'œil télescopique de l'aigle martial peut repérer un écureuil à 6 km. Avec un poids d'environ 4,7 kg et une envergure de 2,40 m, c'est l'aigle le plus grand d'Afrique. Sachant qu'il est capable d'attraper des proies 2 fois plus lourdes que lui,
Un petit écureuil est un encas idéal pour cet immense oiseau. Les écureuils ne sont pas les seuls petits mammifères à essayer d'échapper à ce redoutable prédateur. Cette ancienne termitière sert aujourd'hui d'abri à un groupe de mangoustes naines qui, tout comme les écureuils, ont trouvé un petit coin de paradis dans l'Okavango. C'est la plus petite espèce de la famille des mangoustes, ne pesant que 350 grammes et mesurant 25 cm. De par leur petite taille, elles sont obligées de rester en groupe. Ainsi, certaines peuvent faire le guet, pendant que d'autres partent à la chasse. Les mangoustes naines se nourrissent principalement d'insectes, et tout particulièrement de scarabées et de leurs larves, ainsi que des architectes de leur demeure, les termites. Chaque groupe est constitué de 9 adultes en moyenne. Au sein du groupe, seul le couple le plus vieux, le couple dominant, peut se reproduire. Et les mangoustes qui sont plus jeunes aident à élever les petits du couple reproducteur. Les autres femelles sécrètent même du lait et allaitent alors qu'elles ne sont pas enceintes. Cela permet à la femelle alpha d'avoir le temps de trouver assez de nourriture pour reprendre des forces. C'est un système de reproduction extrêmement bien organisé qui profite au reste du groupe en lui assurant l'avantage du nombre. La plupart des petites créatures de l'Okavango s'installent sur les îles plus sèches du delta, loin de cette eau omniprésente. Mais pour elles, le vrai danger vient d'en haut. Et pas seulement de l'aigle martial. La diversité des habitats naturels dans le delta offre un parfait refuge à plus de 480 espèces d'oiseaux, y compris plusieurs rapaces. Le plus grand hibou d'Afrique vit également ici. Le grand-duc de Véro ne pèse pas moins de 2,3 kg. Rapace principalement nocturne, il chasse parfois pendant la journée et peut soulever des proies bien plus grosses qu'une mangouste naine. Mais le rapace le plus habile du delta est l'aigle pêcheur d'Afrique. Il y a plus d'aigles pêcheurs le long des cours d'eau riches en poissons du delta que sur le reste du continent. Bien que reconnus pour leur talent de pêcheurs, ils volent souvent les proies d'autres oiseaux, y compris l'aigle martial et le bateleur des savanes. Comme l'aigle pêcheur, cet impressionnant rapace est très territorial. Il se perche sur les branches des arbres desséchés afin de surveiller son domaine. En plus de chasser de petits mammifères, cet oiseau se nourrit également de ce qu'il trouve dans la nature. Il est très doué pour trouver des carcasses avant les charognards les plus affamés du delta. Pesant plus de 5 kg, ce vautour au dos blanc éclipse même l'aigle martial. Évolution oblige, les vautours ont fait des carcasses leur seule source de nourriture. Carcasses qui, dans ce delta peuplé principalement de mammifères, ne viennent jamais à manquer. Ils sont capables de dévorer jusqu'à 1 kg de viande en moins de 5 minutes. Cependant, d'autres animaux du delta sont des tueurs nés. Et rares sont ceux qui surpassent le plus gros canidé d'Afrique, le lycaon. Également connu sous le nom de loup-pin, c'est l'un des prédateurs les plus menacés d'Afrique. Il en reste à peine 5000 dans le monde. Sur le continent africain, la dégradation du milieu naturel, la traque humaine et les maladies ont eu un effet dévastateur sur la population de l'espèce. Mais ici, dans le delta de l'Okavango, le loup-pin prospère.
chaque membre de cette meute de 8 loups a un pelage unique. Comme chez les mangoustes naines, seuls les mâles et les femelles dominants se reproduisent. Une fois nés, les bébés loups sont gardés en quarantaine dans une tanière souterraine pendant les 3 premières semaines de leur vie. Le reste de la meute se charge de chasser et de ramener assez de nourriture pour nourrir la mère et ses petits. Lorsqu'ils ne doivent pas rester près de la tanière, le terrain de chasse de ces vigoureux loups s'étend sur un rayon de plus de 2000 km². Comptant sur un travail d'équipe et sur leur endurance, plutôt que sur leur vitesse, ils épuisent leur proie. Le lycaon est ainsi l'un des mammifères prédateurs les plus performants du monde. Mais un éléphant adulte ne recule devant rien. Les loups déguerpissent rapidement. Comme tous les prédateurs, ils rentrent souvent de la chasse le ventre vide. La meute se repose. En attendant que la chaleur du milieu de la journée retombe, les loups reprennent des forces pour la chasse de l'après-midi. Tout comme chez les loupins, chacun de ces zèbres des plaines a des rayures différentes de son voisin. Leurs rayures sont l'équivalent de nos empreintes digitales. Et comme les loups, les zèbres dépendent de ce que leur fournit l'Okavango pour survivre. Ce troupeau de zèbres est dirigé par un seul mâle. Le troupeau doit boire régulièrement. Les zèbres s'éloignent rarement à plus de 12 km d'un point d'eau. Mais ils ne sont pas là que pour l'eau. Ces zèbres ont un besoin alimentaire assez particulier qu'ils peuvent satisfaire ici dans l'Okavango. Durant la saison sèche, ils manquent de minéraux. Ils compensent ce manque en mangeant des dépôts naturels riches en sel trouvés dans des endroits connus sous le nom de salants. On appelle cette pratique la géophagie. Les sables des îles du delta constituent d'excellents dépôts à lécher. On retrouve aussi des minéraux sous d'autres formes, plus étranges. Les arbres et les plantes font remonter les eaux souterraines à la surface, qui ensuite s'évaporent et laissent derrière elles des cristaux concentrés en minéraux. Ces cristaux se regroupent en petits amas et donnent l'impression d'une nappe de neige sous le soleil ardent d'Afrique. Avec le temps, ces formations s'accumulent et aujourd'hui, elles représentent 40% de la surface totale des îles du delta. Les troupeaux d'impala complètent également leur alimentation grâce à des dépôts naturels riches en minéraux. Ces dépôts se présentent sous la forme de termitières construites par une espèce qui cultive des champignons sous la terre pour se nourrir. Ce faisant, elles enrichissent la terre de leur termitière de certains minéraux tels que le cuivre ou le zinc. Minéraux dont l'impala sait intuitivement qu'il a besoin, tout particulièrement à ce moment de l'année. L'hiver, les impalas sont en rut. Les mâles âgés de plus de 4 ans marquent leur territoire avec des sécrétions glandulaires sortant de leur front.
Ils cherchent à attirer des partenaires potentiels sur leur territoire et doivent garder les mâles célibataires éloignés. Ce mâle a de la concurrence. Leurs cornes pointues peuvent atteindre 70 cm de long et causer de graves blessures. Il sait parfaitement comment se battre. Il repousse son adversaire grâce à sa posture et à sa confiance en lui. Le mâle établi ne s'en sort pas indemne. Mais il a réussi à défendre son territoire et à conserver le droit de s'accoupler. Après le rut, les mâles ne ressentiront plus le besoin de défendre leur territoire et se regrouperont en troupeaux de célibataires ou rejoindront des troupeaux reproducteurs. Et 7 mois plus tard, des bébés impala naîtront à quelques jours d'intervalle les uns des autres. Pile au même moment que le début de la saison des pluies. Les inondations aidant la végétation à pousser, l'herbe des îles arides devient alors plus nourrissante. Et seule la saison des pluies les rend à nouveau verdoyantes. Le fait que le rut ait lieu à ce moment précis offre aux jeunes impalas les meilleures chances de survie. Mais cela peut représenter un danger pour les adultes si leur envie de se reproduire leur fait baisser la garde. L'impala est un des mets favoris de l'un des prédateurs les plus furtifs du delta. Le léopard est l'espèce de chat sauvage la plus répandue, vivant aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Asie. Cette jeune femelle atteindra un poids d'environ 60 kg et fera la même taille qu'un impala mâle adulte. Elle a appris à tuer avec sa mère à l'âge de 8 mois. Et depuis qu'elle a 2 ans, elle vit et doit se débrouiller seule. Tirant profit de sa puissance et de sa rapidité, elle n'agit que si elle réussit à s'approcher à moins de 20 mètres de sa proie, et idéalement à 5 mètres. Plus facile à dire qu'à faire. Malgré son pelage qui lui permet de se camoufler, les impalas l'ont repérée. Lorsqu'elle ne chasse pas, elle monte dans les arbres. Et profite de sa position surélevée pour se reposer et chercher des proies potentielles dans les environs. Les léopards chassent différentes espèces d'animaux, dont des reptiles, des oiseaux et même des poissons. Mais ils mangent essentiellement de jeunes antilopes. Et ça tombe bien, le delta en regorge. L'espèce la plus connue d'entre elles s'appelle le Kobe de l'Etchoué. C'est l'une des antilopes qui a le plus besoin d'eau. Elle se nourrit de jeunes pousses aux extrémités des plaines d'inondation du delta. Comme chez les impalas, les mâles et les femelles vivent dans 2 troupeaux différents, tous 2 dirigés par un mâle dominant.
Les Kobe de Lechwe sont très bien adaptés à la vie dans l'Okavango. Ils ont un arrière-train très développé et très puissant et des sabots allongés, ce qui leur permet de semer les prédateurs sur terre et dans l'eau. Leur course majestueuse à travers les plaines humides est l'une des images caractéristiques du delta de l'Okavango. La femelle léopard, en commençant à somnoler, continue de surveiller son domaine depuis cette branche d'arbre, alors qu'une autre journée touche à sa fin. Alors que le rapide Kobe de Lechwe sautille à travers les eaux du delta, une autre icône de l'Okavango, un peu plus imposante, opte pour un rythme beaucoup moins soutenu. Il s'agit de l'hippopotame. Pesant plus de 2 tonnes, les hippopotames génèrent énormément de chaleur corporelle. Et leur peau poreuse évacue l'eau beaucoup plus rapidement que celle de la plupart des mammifères. Pour ne pas avoir trop chaud, les hippopotames passent leur journée à se prélasser dans l'eau et sortent la nuit pour manger de l'herbe. Les chemins qu'ils créent en entrant et en sortant de l'eau aident à façonner et à diriger les flux d'eau du delta. Et alors que l'éléphant est l'animal qui a l'impact écologique le plus important, aucun animal n'est aussi essentiel à l'écosystème du delta de l'Okavango que l'hippopotame. Les mâles adultes défendent ardemment leur territoire. Et ils ont une manière unique de répandre leur odeur. Bien que lancer des excréments peut à première vue sembler peu hygiénique, cette pratique permet aux plantes de pousser plus vite, ce qui favorise ensuite la survie d'autres espèces. La vie aquatique du réseau hydrographique de l'Okavango est très riche. On compte plus de 71 espèces vivant dans les nombreux cours d'eau du delta. Tous ces poissons attirent évidemment de nombreux oiseaux qui viennent pêcher. Un martin pêcheur pie observe le lac depuis son perchoir. Mais c'est par ses capacités aériennes que cette espèce se démarque. Pesant environ 85 grammes, les martins pêcheurs pie sont les plus gros oiseaux du monde à pouvoir voler sur place. Et ils le font beaucoup plus que n'importe quel autre oiseau. Ils attendent patiemment le moment idéal pour plonger. Même s'ils rentrent parfois bredouilles, leur ténacité finit toujours par payer. Cet oiseau pêche sans cesse, car il a besoin d'avaler la moitié de son poids par jour. Alors que la nourriture de ce petit as du ciel vient uniquement des eaux de l'Okavango, l'un des plus grands habitants du delta dépend beaucoup moins des inondations annuelles. Les girafes s'hydratent principalement en mangeant. Elles peuvent passer jusqu'à 3 jours sans boire. Mais pouvant mesurer jusqu'à 5 mètres et peser plus d'1 tonne, elles ont besoin de 35 kilos de nourriture par jour. Elles ne broutent que le feuillage des plantes ligneuses. Donc la poussée rapide de l'herbe qui suit une inondation
ne leur est aucunement utile. Pour trouver leur nourriture sur les îles sèches du delta, elles comptent sur les zones recouvertes d'un arbre appelé mopane. Le mopane est un arbre qui résiste extrêmement bien à la sécheresse. Il est le dernier à perdre ses feuilles lors de la saison sèche. Le museau allongé et la langue préhensile de la girafe lui permettent de choisir sa nourriture. Elle n'arrache que les meilleures feuilles. Les girafes vivent la plupart du temps en groupe. Ces groupes n'observent pas d'organisation fixe. Les individus vont et viennent. Mais entre mâles, il existe tout de même une hiérarchie plutôt stricte. Les deux mâles se mesurent mutuellement. L'aspect gracieux du combat dissimule bien l'incroyable puissance de chaque coup de tête. Appelée necking en anglais, cette pratique permet d'établir une hiérarchie au sein des mâles et détermine qui a le droit de se reproduire. Alors que les mâles se préoccupent de savoir qui est le plus fort, les girafons doivent faire attention en grandissant près de l'Okavango. Ils sont encore assez petits pour devenir les proies du plus fort de tous les chasseurs du delta. Un lion mâle est très imposant, mesurant environ 1,20 m à hauteur d'épaule et pesant environ 190 kg. Seul félin vraiment social, le lion vit en troupe allant de 2 à 12 femelles adultes, plus leurs petits. Les mâles dirigent la troupe, généralement en groupe de 2 à 6. Les lions se servent du travail d'équipe ainsi que de leur incroyable force pour avoir le dessus sur les plus grosses proies. Mais ces prédateurs passent environ 20 heures par jour à se reposer. Leur vie est un entrelacement de longues périodes de repos et de courts moments d'action. Contrairement aux lions, les lycaons font partie des prédateurs les plus actifs durant la journée. Une fois le pic de chaleur de la mi-journée passé, la meute repart à la chasse. Mais aujourd'hui, ils ne chassent pas le Kobe de l'Etchouet. Les zèbres sont l'une des plus grosses proies chassées par les lycaons. S'ils arrivent à disperser le troupeau en leur faisant peur, ils peuvent peut-être isoler un des zèbres et le tuer. Dans certaines meutes, les loups ont compris que lorsqu'ils attrapent un zèbre par la lèvre, ce dernier s'immobilise. Un étalon de 300 kg peut porter des coups fatals à l'un de ces loups, bien fluets en comparaison. Mais les lycaons sont prêts à courir ce risque. Faire front commun est la meilleure option pour les zèbres.
Pensant aux bouches affamées qui les attendent à la tanière, les loups n'abandonnent pas. Le réflexe des zèbres, de résister plutôt que de fuir, paye. Même pour les chasseurs les plus doués, rien n'est sûr quand il s'agit de ramener à manger. De retour à la tanière, la femelle alpha accueille la meute avec à la fois enthousiasme et inquiétude. Elle espère que les mâles vont recracher de la viande pour elle et ses petits. Mais la meute est rentrée les mains vides. Bien que la chasse d'aujourd'hui n'ait rien donné, dans l'ensemble, le delta fournit à ces animaux très menacés une vie stable, leur offrant l'espace dont ils ont besoin pour s'éloigner des barrières et des armes des hommes. Les cours d'eau verdoyants du delta de l'Okavango sont un véritable paradis pour les espèces menacées, des plus emblématiques aux moins connues. Les zones humides du delta permettent à ces grues caronculées de survivre. C'est l'espèce la plus menacée des 6 espèces de grues en Afrique. Avec moins de 8000 adultes encore en vie dans la nature. La rareté de ces grues caronculées est due à plusieurs facteurs. Les grues sont particulièrement sensibles aux perturbations causées par l'homme. Le taux de survie des oisillons est très faible. Seuls 6% d'entre eux atteignent l'âge adulte. Et les couples reproducteurs ont des besoins bien spécifiques en termes d'habitat. Ils ont besoin de 40 hectares de zones humides, le tout entouré de 150 hectares de zones boisées ou herbeuses. Ainsi, ils ont accès à leur principale source de nourriture, les graines et tubercules des joncs des zones humides. La mosaïque de cours d'eau et d'îles du delta offre cette exacte combinaison. Les grues passent 75% de leur journée à chercher de la nourriture. Creusant avec leur bec pour trouver ces tubercules cachés sous la terre. À côté d'elle se trouve un héron goliath, la plus grande espèce de héron au monde. Ces vanneaux armés prospèrent dans les zones humides où l'herbe est courte. Le nombre total de ces oiseaux qui s'adaptent très facilement a énormément augmenté au cours des 100 dernières années et est aujourd'hui estimé par certains à environ 1 million. Mais ils doivent rester très vigilants. Il y a des prédateurs qui rôdent.
Le varan du Nil est l'une des plus grosses espèces de lézards en Afrique. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres. Sa longue et puissante queue fait de lui un très bon nageur. Il chasse toutes sortes de poissons et d'animaux aquatiques. Mais il se nourrit également d'oiseaux. Ces oiseaux territoriaux viennent tout juste d'avoir des oisillons. Et les petits vanneaux attirent notre prédateur. Mais il doit d'abord s'occuper des parents. Les vanneaux armés sont connus pour être agressifs. Ne tenant apparemment pas compte de leur petite taille. Les adultes surveillent les oisillons chacun leur tour. L'un reste près d'eux pendant que l'autre part à l'attaque des prédateurs potentiels. Bien qu'il fasse 5 fois la taille du vanneau, le serpentaire se laisse décourager par les bombardements aériens. Cet oiseau, principalement terrestre, arpente les environs à la recherche d'une proie qu'il pourra battre à mort à l'aide de ses longues pattes. Mais il ne trouvera rien à manger ici. Après l'excitation des nombreux plongeons, le vanneau se rafraîchit, exhibant ses armes secrètes contre les prédateurs. Chaque aile est équipée d'un éperon pointu qui peut causer de graves dégâts chez la victime sur laquelle l'oiseau plonge. Cela explique pourquoi tant d'animaux plus gros que lui sont réticents à approcher ce petit oiseau batailleur. Mais certains animaux du delta ont besoin de plus qu'une petite mare pour se baigner. À la fin d'une longue journée passée sous le soleil ardent du delta de l'Okavango, les jeunes éléphants adorent faire trempette. Le delta regorge de bassins de premier choix tels que celui-ci, assez profond pour que ces baigneurs aux grandes oreilles puissent y plonger. Les éléphants sont de très bons nageurs, pouvant traverser des lacs larges de 40 km. Pour les éléphants du delta de l'Okavango, ce petit plongeon est l'un des nombreux avantages à habiter ici. Ils profitent au maximum des points d'eau pour se rafraîchir, dans ce lieu où le soleil brille tous les jours. Pour ces gentils géants, il n'y a pas de meilleure façon de terminer la journée. L'immense oasis qu'est le delta de l'Okavango est un écrin de vie au beau milieu du désert. Ici, l'eau rencontre la terre, créant une diversité d'habitats naturels qui favorise le développement d'un nombre impressionnant de créatures. Les plus petites comme les plus grandes, herbivores comme carnivores, comprenant aussi des reptiles et des oiseaux.
Le delta de l'Okavango nous offre un portrait de la nature dans sa forme la plus authentique. Ici, le temps qui passe se mesure à l'eau qui coule et au cri des aigles qui pourfendent ce ciel si bleu. Ce magnifique delta de l'Okavango est un véritable paradis sur Terre. Dans la dernière monarchie absolue africaine, les géants sont à l'honneur. Avec leur force et leur taille démesurée, ils façonnent leur environnement. Ce qui permet à des animaux de toutes les formes et de toutes les tailles de coexister. Dans ce royaume africain, ce sont les espèces les plus menacées qui gouvernent. Bienvenue dans le royaume sauvage du Swaziland. Un éléphant mâle cherche seul de quoi se nourrir dans les forêts riveraines du Swaziland. Tel un bulldozer, il abat les arbres pour trouver les feuilles les plus juteuses. À part l'homme, aucune autre espèce n'a cette capacité de transformer à tel point son environnement. C'est pourquoi les éléphants sont vus comme la clé de voûte des espèces, celle qui permet aux autres animaux de survivre. En abattant ces arbres, les éléphants créent de l'espace pour que l'herbe et les plantes puissent pousser. Mais ce ne sont pas les seuls architectes des savanes du Swaziland. Les rhinocéros blancs ont un effet presque aussi conséquent sur leur environnement. Alors que les éléphants dégagent la vue du ciel, ces géants s'occupent du sol. Ce petit n'a que 10 mois. Il est trop jeune pour abandonner le confort maternel. Il commence juste à s'alimenter en herbe. Sa mère va continuer à l'allaiter pendant à peu près 1 an. Un rhinocéros adulte pèse aussi lourd qu'un 4x4.
Ce sont de vrais géants. Ce petit n'a donc pas fini de grandir. C'est pourquoi il est plus sage pour lui de rester près de sa mère. Le Swaziland est un tout petit pays, situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. De tous les pays du sud de l'Afrique, c'est sans doute celui qu'on associe le plus au braconnage. Les grands animaux, tels les éléphants et le rhinocéros, sont une vraie richesse pour le pays. C'est pourquoi les écosystèmes du Swaziland se portent à merveille. Depuis les vastes et plates savanes vertes parsemées d'arbres, jusqu'aux fourrés riverains, les plantes et les animaux, petits ou grands, tirent profit des architectes du paysage du Swaziland. Les éléphants sont les principaux architectes de la vie sauvage swazie. Leur alimentation est variée. Ils mangent les feuilles sur les branches et broutent l'herbe au sol. Leur trompe est un vrai atout. Elle leur permet d'attraper les feuilles à 6 mètres de haut dans la canopée. Leur trompe est constituée de plus de 40 000 muscles, ce qui la rend extrêmement maniable. Le régime alimentaire des éléphants fait partie des plus variés de la savane. Ils ne se refusent absolument rien. Malgré leur grande taille, ils sont remarquablement agiles, dégageant le sol avec la grâce d'une danseuse étoile. Ce mâle consomme près de 300 kg de nourriture par jour, soit approximativement 5% de son poids. Les glandes salivaires de sa bouche et de sa gorge produisent du mucus qui lubrifie les plantes les plus dures. Le système digestif de l'éléphant ne se débarrasse que de la moitié de la nourriture qu'il mange. Mais ses déjections sont très nutritives, et dans la savane, rien n'est gaspillé. Ces excréments frais attirent rapidement 2 bousiers. Plus de 2000 espèces de bousiers vivent à travers l'Afrique subsaharienne. C'est l'équipe de ménage personnelle de la nature. Ces déchets leur serviront de nourriture, ainsi qu'à leur progéniture. La bouse est une denrée rare. Ces scarabées ont touché le gros lot.
Le plus petit bousier s'attelle à former une boule parfaite. Les bousiers se servent de leurs pattes avant, spécialement adaptées à la formation de boules bien lisses. Mais dans ce milieu, il y a d'autres façons de se procurer une boule. Privé de boule, le gros scarabée éjecte le petit de son butin. Il la fait rouler le plus vite possible pour aller l'enterrer. Avec un peu de chance, elle attirera une femelle qui y déposera ses œufs. L'éléphant s'en va, inconscient de tout ce qui se passe à ses pieds. Les éléphants ont un impact considérable sur leur environnement. En abattant les arbres, ils libèrent de la place dans cette végétation fournie, ce qui profite à bien d'autres espèces. L'herbe va investir ces nouveaux lopins et créer une mosaïque d'habitat. Mais plus il y a d'éléphants, plus d'arbres seront abattus et la diversité des plantes en sera affectée. Au Swaziland, les éléphants ont un faible pour l'acacia Drepanolobium, un arbre réputé pour son tronc et ses branches irréguliers. Les observateurs pensent que les éléphants mangent l'écorce de cette espèce d'acacia pour ses propriétés guérissantes naturelles. Mais cela a des conséquences. Car retirer l'écorce d'un arbre, c'est le tuer. Mais même les troncs fissurés peuvent faire office d'abri. Les serpents verts à pois y grimpent comme personne et ont fait des arbres morts leur habitat. Ils vivent seuls, chassant les petits reptiles et les grenouilles. Alors que les serpents s'épanouissent dans leur nouveau chez eux, une espèce plus grande profite pleinement de l'herbe qui a poussé au soleil. Le rhinocéros blanc, réputé pour ses grandes lèvres. Il ne tient pas son nom de sa couleur, mais d'une mauvaise traduction. En néerlandais, grand se dit veit, en référence aux grandes lèvres du rhinocéros. Les premiers explorateurs, des anglo-saxons, ont alors compris white, qui veut dire blanc en anglais. Ces rhinocéros sont donc depuis appelés rhinocéros blancs. C'est la plus grande espèce de rhinocéros, bien qu'il soit herbivore. C'est la plus grande espèce animale de l'histoire à ne se nourrir que d'une simple plante. Ces gros brouteurs se satisfont à la fois d'herbes abîmées et sèches. En enlevant cette herbe abîmée, ils créent des sortes de pâturages.
Ils sont importants pour d'autres animaux, tels le gnou ou le zèbre, qui comptent sur les rhinocéros pour stimuler la pousse de l'herbe. Les gnous et les zèbres ont l'habitude de partager les prairies de la savane. Les zèbres mangent de l'herbe plus grande que les gnous. Il n'y a donc pas de conflit de nourriture entre eux. A l'inverse, les gnous finissent souvent de manger l'herbe des zèbres, lorsque celle-ci est trop grande. Cette région du Swaziland est trop petite pour abriter un prédateur comme le lion, qui a besoin de beaucoup d'espace et de domaines vitaux. Mais même dans une terre sans prédateurs, les espèces proies ont le réflexe de fuir quand elles se sentent en danger. Le sasabi est l'antilope la plus rapide d'Afrique. Il peut atteindre les 80 km/h. Cette vitesse leur donne une certaine assurance. Poursuivis, ils courent pendant un court moment, s'arrêtent pour voir où en est leur poursuivant et repartent si besoin. Les petits sont eux aussi de véritables athlètes. Ils sont capables de suivre un troupeau seulement quelques heures après leur naissance. Le pique-bœuf à bec rouge, lui, privilégie une base plus stable. Ces oiseaux emblématiques de la savane se reposent sur les grands mammifères pour survivre. Le pique-bœuf se nourrit de tiques et des mouches attirées par les troupeaux. Leurs serres courbes et acérées leur permettent de s'accrocher parfaitement aux peaux et aux fourrures. Leurs petites queues solides les soutiennent pendant qu'ils vont chercher les tiques dans les endroits les plus difficiles à atteindre. Les buffles tolèrent ces passagers sélectifs. Car en échange d'un repas facile d'accès, le pique-bœuf leur enlève les tiques porteuses de maladies et font également office de signal d'alarme. Si le pique-bœuf pressent un danger, il sonne l'alarme et le buffle s'en va. En marge de la prairie, un troupeau de girafes se nourrit de tout ce qu'offrent les forêts riveraines. L'accès à ces forêts leur est permis grâce aux éléphants et aux rhinocéros qui leur ont ouvert un passage. Les mâles sont plus grands que les femelles. Ils peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de haut. Les girafes sont des espèces sociables. Elles vivent ensemble par troupeaux dispersés. Mais en vieillissant, les mâles ont tendance à s'isoler. La rivalité entre les mâles donne lieu à de violents affrontements. Les femelles, elles, préfèrent se tenir à l'écart des conflits. Elles ne font même pas attention au rhinocéros blanc qui vient brouter à leurs pieds.
La touffe de poils présente sur leurs cornes distingue les femelles des mâles. Les cornes des mâles n'ont pas de poils et sont en général plus épaisses. Alors que les girafes doivent aller chercher les feuilles dans la canopée, d'autres aventuriers habitent dans les buissons, un peu plus bas. Les Nyalas mènent une vie paisible dans les fourrés riverains. Ce sont des êtres polyvalents qui aiment inspecter les buissons et brouter de l'herbe. Mais cette femelle a même un os dans la bouche. Certains herbivores mangent des os quand leur nourriture est trop faible en minéraux. C'est ce qu'on appelle l'ostéophagie. Riches en calcium et en phosphore, les os participent au bon développement de leurs propres os. Plutôt que de l'avaler, elle va simplement le jeter quand elle en aura eu assez. La différence entre les mâles et les femelles Nyala est frappante. Les cornes de ce petit viennent de pousser. Seuls les mâles en ont. Ils s'en servent pour se battre et pour séduire. Jeune, ce petit ressemble à sa mère. Mais en grandissant, sa robe va s'assombrir, s'allonger, et il perdra certaines rayures. Il sera bien plus grand que sa mère. La taille des Nyala mâles est 20% supérieure à celle des femelles. Quant à leur poids, c'est presque le double. Ce qui donne lieu à une appellation particulière. Chez les grandes espèces d'antilopes, on appelle le mâle taureau. Chez les petites, on les appelle béliers. Les femelles, elles, sont connues sous les noms de vaches et brebis. Du fait de leur taille, les Nyala mâles sont vus comme de grandes antilopes. On les appelle donc taureaux. Quant aux femelles, considérées comme de petites antilopes, on leur donne le nom de brebis. C'est le seul exemple de distinction des antilopes. Ils se rassemblent rarement en troupeau. Le seul lien stable est celui de la mère et de son petit. Même après avoir été sevrés à 6 mois, les petits Nyala vont rester avec leur mère jusqu'à ce qu'elles mettent à nouveau bas. Dans la forêt riveraine, une famille plus soudée a trouvé son sanctuaire. Il est inhabituel de voir des phacochères en forêt. Ils se sont adaptés aux grandes prairies, aux savanes, et préfèrent éviter les zones de végétation fournie. Mais ces porcs malins ont compris qu'ici, il n'y avait pas de prédateurs, et qu'il n'y avait donc aucun danger à venir y chercher de quoi se nourrir. Le phacochère est la seule espèce porcine à manger à genoux. L'épaisse callosité qui s'est formée sur ses genoux l'aide dans ses recherches. Leurs groins laboureurs reniflent la terre à la recherche de racines et de tubercules, leur plat favori. Les petites laies restent avec leur famille pendant des années, alors que les mâles ont plutôt tendance à partir de leur côté. Un groupe de phacochères est appelé sondeur.
Et le chef de famille, c'est la mère. Elle emmène sa famille dans son point d'eau favori. Les points d'eau sont des aimants naturels, et les allées et venues des géants ont d'importantes répercussions. Par souci de confort, il remue le fond de l'eau pour se créer une sorte de coussin d'herbe. Les femelles rhinocéros blancs ont leur place de prédilection. Allongées dans l'eau fraîche, elles se protègent des rayons du soleil brûlant. La peau des rhinocéros a beau être épaisse, elle ne les empêche pas d'avoir parfois de gros coups de soleil. Une couche de boue fait donc office de crème solaire, en plus de les débarrasser des parasites. Cette tortue d'eau douce est une résidente permanente de ce point d'eau. Elle mange tout ce qu'elle trouve. Grenouilles, plantes d'eau et même les tiques sur les rhinocéros endormis. Les rhinocéros essaient d'aller tous les jours au point d'eau. Mais si besoin, ils peuvent passer 3 jours sans boire. C'est un gros atout lors des périodes hivernales sèches, quand l'herbe est moins aqueuse. Les petits n'ont pas le même problème, car ils tètent le lait de leur mère. Les femelles rhinocéros partagent les mêmes territoires et tolèrent la présence de leurs congénères. Mais rapprochées autour du point d'eau, les tensions peuvent vite monter. Mais ces tensions se dissipent rapidement sous la chaleur du soleil de l'après-midi. Les rhinocéros se calment avant que ça ne dégénère. De tous les animaux, celui qui profite le plus des grands trous d'eau créés par les géants de la savane est l'hippopotame, qui passe presque toute sa journée à se détendre dans l'eau fraîche. En grec, hippopotame signifie cheval de fleuve, alors qu'il n'a aucun lien de parenté avec le cheval. Ses cousins seraient plutôt le porc et la baleine. Le style de vie de l'hippopotame est des plus amphibiens. Ses naseaux, ses yeux et ses oreilles se trouvent sur sa tête, ce qui lui permet de respirer, de voir et d'entendre en étant presque entièrement sous l'eau. Mais curieusement, il ne mange pas sous l'eau. Il se repose sous l'eau la journée et sort la nuit pour aller brouter dans les environs,
créant des terrains comestibles pour les autres espèces. Les petits naissent sous l'eau. Les bébés têtent même sous l'eau. Les hippopotames vivent en société. De grands groupes de mâles et de femelles se détendent ensemble, dominés par le mâle alpha. Et seul le mâle alpha peut procréer. Les hippopotames ne restent ensemble que dans l'eau. La nuit, quand ils sortent brouter, ils se séparent. Pour éviter les coups de soleil, leur transpiration est dotée d'une crème solaire rouge naturelle. Donc, même si cet individu ressemble à un homme ayant passé trop de temps sur la plage, il n'a pas de coup de soleil. Les phacochères arrivent à leur tour au point d'eau. Du fait de leur petite taille, ils ne sont pas complètement en sécurité. Les crocodiles font partie des rares prédateurs présents dans cette réserve. Les rhinocéros vont chacun leur tour renifler le crocodile en passant. Plus vous êtes grand, moins vous risquez de vous faire attaquer. Pour les rhinocéros, ce crocodile n'est rien de plus qu'une petite distraction. Le crocodile a flairé une proie. Les phacochères estiment qu'il est plus prudent de couper court à leur bain de boue. Après s'être badigeonnés de crème solaire, les rhinocéros retournent brouter en plein soleil. Les rhinocéros blancs ne sont pas aussi sociables. Leurs interactions entre congénères sont variables. Ils préfèrent errer par petits groupes dans les prairies, contrairement aux espèces plus organisées, telles les éléphants ou les buffles. Les rhinocéros noirs sont moins nombreux que les rhinocéros blancs et ne pèsent que la moitié de leur poids. Leur alimentation est très différente. Ils ont donc moins d'impact sur leur environnement. Le rhinocéros noir a une lèvre supérieure pointue et souple, ce qui permet de le différencier facilement de son homologue blanc.
Si les deux espèces cohabitent dans la savane africaine, c'est parce que leur régime alimentaire est très différent. Grâce à sa lèvre préhensile, le rhinocéros noir aime sélectionner son repas dans les arbres et les fourrés. Du fait de son mauvais caractère, mieux vaut ne pas se retrouver nez à nez avec lui. Lorsqu'il se sent en danger, il passe à l'attaque. Sa vue est très mauvaise, mais il se sert de son excellent odorat ainsi que de ses excréments pour communiquer. Les déjections marquent les territoires, en plus de sentir fort, ce qui joue un rôle important dans la communication des rhinocéros noirs. En plus des déjections, le rhinocéros noir mâle marque son territoire grâce à son urine. Les mâles sont les seuls à le faire. Malgré le braconnage, les rhinocéros noirs et blancs se développent. Plus de 300 rhinocéros sont tués chaque année pour leurs cornes. Un produit très prisé dans de nombreux pays d'Asie. Après avoir été moulue, elle est utilisée dans la médecine traditionnelle pour soigner les saignements de nez, les crises cardiaques, les convulsions et les fièvres. Mais la corne de rhinocéros n'est faite que de kératine, la même substance contenue dans les ongles humains. Et ses bienfaits médicaux sont encore approuvés. Étant donné la rareté des rhinocéros et la forte demande en cornes, le prix au kilo de ce produit est supérieur à celui de l'or. Si le braconnage n'est pas endigué rapidement, l'avenir du rhinocéros noir est incertain. Mais grâce aux mesures strictes contre le braconnage, les rhinocéros du Swaziland ne craignent rien. Les vers parasites qui se reproduisent dans les déjections créent souvent des blessures sur la peau des rhinocéros. Mais bien que ces blessures puissent les gêner, elles ne constituent pas un danger mortel pour le rhinocéros. Les griffoirs usagés sont le meilleur moyen d'enlever les tiques et autres parasites, surtout quand ils se trouvent dans des endroits inaccessibles. C'est l'après-midi. Au point d'eau, 4 buffles mâles arrivent pour se désaltérer.
Ces vieux individus ne sont plus les bienvenus dans le troupeau. Le mâle dominant les a chassés. Ils mènent une vie solitaire, ne se rassemblant rarement plus que par troupeaux de 4 ou 5 célibataires. On appelle ces vieux mâles daga, un terme local voulant dire boue. Ils sont réputés pour leur tempérament bien trempé. Ce sont les vieux grincheux de la savane. Plus souvent entendus que vus, les pintades de pucerans arpentent les feuilles de la forêt riveraine autour du point d'eau. Elles profitent des allées et venues des autres espèces qui remuent la terre avec leurs sabots. Ce grand groupe est constitué de plusieurs couples reproducteurs monogames. Ils restent groupés par mesure de sécurité et sont fidèles à leur habitat forestier. Ils se nourrissent de fruits, de graines, mais aussi de vers et d'insectes. Il leur arrive de suivre les singes verts et de récupérer les restes que ceux-ci font tomber. Quand il y a de l'eau, les éléphants vont boire au moins une fois par jour. Ils peuvent boire jusqu'à 40 litres d'eau, leur trompe pouvant en contenir 9 à la fois. Leur odorat est extrêmement développé. On l'estime 4 fois plus sensible que celui du limier. À l'instar des rhinocéros, les éléphants souffrent du braconnage. 35 000 éléphants seraient tués chaque année en Afrique. Mais le gouvernement du Swaziland les protège, s'assurant que le rôle qu'ils jouent dans leur environnement perdure à jamais.
Les savanes du Swaziland sont l'habitat de petits et grands animaux. Dans cet écosystème, chacun joue un rôle important. Certaines grandes espèces sont la clé de voûte d'une mosaïque d'habitats. Des géants vulnérables prospèrent sous la protection du roi. Ici, la vie bat son plein. C'est le royaume sauvage du Swaziland.